Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. J'avais pensé mettre le casque ce matin, mais finalement, je pense que celle-ci, elle sera peut-être plus adaptée. On va essayer d'y croire. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposé parce que vous allez avoir besoin d'être en forme pour la semaine qui nous attend. Je vous préviens tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2025 et de grosses turbulences sont annoncées au niveau de la météo des marchés financiers. Je ne vais pas vous mentir, ça va tabasser cette semaine. Ça a d'ailleurs déjà commencé. Le Nikkei est déjà en baisse de pratiquement 4% pour se préparer au Liberation Day de Donald Trump qui est prévu ce mercredi. Alors, si les gars se préparent 3 jours avant à coup de 4%, il va y avoir de quoi racheter avant les annonces. Et c'est peut-être la semaine des contrariants. Et puis, sans compter l'histoire des tarifs douaniers, il ne faut pas non plus oublier qu'on est quand même la première semaine du mois d'avril et qu'il y aura donc les chiffres de l'emploi, plein de chiffres de l'emploi, des JOLTS, des ADP, des NFP, plein d'acronymes hyper sympas à tous les étages. Bref, si vous n'êtes jamais monté dans une machine à laver le linge en cycle essorage, c'est le moment de profiter de l'expérience. Alors, retenez votre souffle et serrez les fesses parce que cette semaine, il va y avoir du sport. Depuis l'investiture de Trump, eh bien, vous le savez, nous vivons dans une incertitude totale et cette dernière devient clairement pesante. L'indicateur Greed and Fear de CNN pointe toujours dans une zone d'extrême peur et la volatilité, si vous regardez le graphique, eh bien, semble vouloir repartir à la hausse à toute vitesse. Et quand on voit la liste de tout ce qui nous attend cette semaine, on peut largement craindre que ça ne va pas s'améliorer de sitôt. Et les marchés n'aiment pas l'incertitude, on le sait. Là, ils vont être servis, parce que niveau incertitude, ça va être chaud patate. Et pour nous mettre déjà dans l'ambiance, Trump a commencé à chauffer la salle pendant tout le week-end et les futurs sont déjà en baisse de 0,8% à 5h du matin. Enfin, étaient en baisse de 0,8% à 5h du matin. Le Japon s'effondre et même les bons chiffres de croissance de l'activité industrielle en Chine qui sont sortis ce matin au plus haut depuis un an et qui démontrent donc que les mesures de stimulus mises en place par le gouvernement sont en train de commencer à fonctionner, même ces mesures ne suffisent pas du tout à soulager le marché dans cette période qui est, comment dirais-je, compliquée. Alors c'est vrai que si la croissance repart en Chine et que Trump leur colle 50% de taxes sur leurs exportations, c'est clair que ça fera une belle jambe d'essayer de stimuler le pays quand t'as un mec qui te met des claques derrière. Ce week-end, donc, le président américain est revenu sur plusieurs choses qu'il faut noter et qui sont notables d'ailleurs. Tout d'abord, il est en train de se fâcher avec Poutine qui ne veut pas faire tout ce que Trump désire en ce qui concerne l'Ukraine. Donc du coup, Trump a déclaré qu'il était vraiment pas content. Il est très colère avec le président russe en ce moment et il pourrait éventuellement répliquer massivement avec des taxes énormes sur le baril russe. Bon, en ce qui me concerne, j'avais entendu dire que le baril russe, ils n'avaient plus le droit d'exporter depuis le début de la guerre. Mais enfin, passons. La bonne amitié entre les deux présidents à vie semble être en péril. Oui, alors je spécifie que quand je dis président à vie, c'est que Trump a également mentionné ce week-end qu'il envisageait déjà un 3e mandat. Mais quand on voit le bordel qu'il a réussi à mettre en 2 mois, si en plus il doit changer la constitution pour rester encore 7 ans et 10 mois, on n'a pas fini de rire. Mais c'est pas tout parce qu'il s'est aussi fâché bien sûr avec Zelensky par rapport aux terres rares. Si on suit ce chemin, visiblement la paix promise en Ukraine, elle est un petit peu reléguée aux oubliettes pour l'instant. Mais encore une fois, c'est pas tout, c'est pas terminé, il y a encore de la matière. Trump s'en est également pris aux fabricants automobiles étrangers qui menacent de monter leur prix avec l'annonce des droits de douane. Le patron de la Maison Blanche leur a donc clairement répondu qu'il n'en avait rien à foutre et que si le prix des voitures étrangères était trop élevé, les Américains achèteraient des voitures américaines. Et d'ailleurs, ils en avaient plein à disposition. En supposant qu'on considère les Tesla comme des voitures, ça devrait donc aider Elon Musk. Mais pour le moment, les indications de préouverture sur Tesla ne sont pas folichonnes puisque le titre est en baisse de 5% pendant que Nvidia perd 3% et Applevin, celle dont je vous parlais dans le Swiss Bliss ce week-end, plonge de plus de 6% supplémentaires. Pendant ce temps, les USA font aussi de l'ingérence dans les lois du travail en France, en demandant aux entreprises qui font du commerce avec les States de ne pas favoriser l'inclusion dans leur personnel. Et puis pour terminer, la liste des actualités du week-end, le président a également déclaré que les USA allaient prendre possession du Groenland, n'excluant pas vraiment de le faire par la force et si le besoin s'en fait sentir. Mais bon, alors de ce côté-là, on est tranquille, rassurez-vous, parce que le mec qui dirige les affaires étrangères en France, là, Jean-Noël Barrot, il a dit que la France ne laisserait pas faire. Alors, je sais pas vous, mais Barrot, moi, il me fait super peur avec ses gros yeux en colère. Donc, logiquement, Trump devrait aussi avoir peur. C'est QFD. Tout ça pour dire que Donald Trump est en train de faire
monter la pression sur tout et partout, alors que nous sommes à 3 jours d'une journée historique en ce qui concerne les tarifs douaniers. Et si vous n'étiez pas en train de participer à Koh Lanta et que on vous avait confisqué votre téléphone, vous devez savoir que ce mercredi, les tarifs de réciprocité seront annoncés, donc bien sûr, et que ça pourrait faire très mal du côté de l'inflation et des dépenses du consommateur. Consommateur qui en a déjà pris plein la gueule ces 5 dernières années entre vous et moi. Et cette crainte, elle commence à peser très lourd sur les marchés. On l'a vu, vendredi dernier, quand les indices américains se sont fait massacrer parce que le PCE est sorti plus fort que prévu et que les dépenses de consommation personnelle étaient également pas terrible du tout. Il n'y a donc pas besoin d'avoir de grandes capacités d'analyse de marché pour comprendre que les indices sont tout bonnement terrorisés par ce qui pourrait se passer mercredi, sans compter que lorsque l'on voit où se sont arrêtés le S&P 500 et le Nasdaq, on peut commencer à se dire que la semaine qui commence, ça sera un petit peu la semaine du ça passe ou ça casse. Oui, parce que ce qui est bien dans le monde merveilleux de la finance, c'est que nous avons toujours tendance à essayer d'anticiper. Et quand on voit où nous en sommes aujourd'hui, on peut se dire qu'on a déjà anticipé quand même pas mal, un bon paquet d'emmerdes économiques. Le Nasdaq est en baisse de 14% depuis ses records du mois de février, et si on casse les niveaux de clôture de vendredi dernier, on va commencer à parler de l'arrivée inévitable de Mr. Bear Market. Qui prendra ses fonctions dès qu'on aura passé la frontière des 20% à la baisse. Mais en revanche, si l'on survit à cette semaine, sachant que l'on a anticipé une montagne de news bien pourries, on pourrait peut-être se raccrocher au fait que le mois d'avril est un très bon mois pour les bourses mondiales. Oui, parce que, alors que le mois de mars est en train de se terminer en mode vendez tout, puis on verra plus tard, pas mal d'investisseurs qui sont en train de se demander si avril, qui est quand même historiquement un des meilleurs mois des actions américaines, le deuxième au classement, je crois, va coller à son rôle. Et surtout, est-ce que l'on est face à une vraie opportunité d'achat ou juste tout simplement un rebond de chat mort, un dead cat bounce comme on dit. En tout cas, d'après le Stock Trader Almanac, oui, ce truc, ça existe encore, mais rassurez-vous, on le ressort seulement quand on est vraiment désespéré. Donc, selon le Stock Trader Almanac, depuis 1971, mon année de naissance, avril est le deuxième meilleur mois pour Wall Street, et ce, même en année post-électorale. Donc, sur le papier, avril sent plutôt bon le printemps et bon le rebond. Reste juste à espérer que Trump n'a plus rien en réserve à nous offrir, ce qui pourrait permettre de retrouver un peu la sérénité perdue avec les tarifs. Côté sentiment, c'est pas la fête non plus, on va pas se mentir, les investisseurs individuels sont ultra bearish, mais pour les contrariants, dont je fais partie, c'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, l'indice de sentiment de l'AAII, alors, pardon, stop, pause, temps mort. Parlons un peu de l'AAII. Petit intermède éducationnel. AAII, ça veut dire American Association of Individual Investors. En gros, c'est une association américaine qui représente les investisseurs particuliers, ceux qui investissent leur propre argent, pas les pros ou les gérants de fonds. Ce qui est surtout super connu chez eux, c'est leur Sentiment Survey. C'est un sondage hebdomadaire dans lequel ils appellent leurs membres et ils leur disent alors t'es bullish ou t'es bearish, et puis ou bien t'es neutre pour les 6 prochains mois. Et donc ils posent cette question assez basique et en fonction de la réponse, ça donne un chiffre. Aujourd'hui, ils sont super négatifs. Ceci étant dit, selon l'AAII, l'indice démontre que plus de 50% des sondés voient le marché baisser sur les 6 prochains mois, et ça fait 5 semaines d'affilée que ça dure. Historiquement, quand tout le monde flippe autant, c'est souvent pile poil le moment où ça repart. Ah oui, oui, esprit contrariant quand tu nous tiens. Je suis certain que Lorraine Goumeau sur BFM Business va encore me surnommer comme ça ce matin, tout à l'heure sur BFM. Mais bon, attention quand même, parce que malgré ces signaux techniques et saisonniers, qui rendent les dépressifs moins dépressifs, il reste un gros décalage entre les données économiques qui montrent une consommation toujours solide, entre guillemets, mais qui commence à vaciller, et puis le moral des ménages qui lui est en train de plonger. On l'a vu la semaine dernière, le consumer confidence n'est pas au top de sa forme. En gros, aujourd'hui les gens dépensent encore, mais il le faut moins avec le sourire, on va dire. On sent que ça devient compliqué. Et ça pourrait donc avoir des répercussions sur l'économie, bien sûr, et nous pousser à devoir intégrer des mots comme récession ou stagflation
dans notre vocabulaire financier. Bref, si l'on doit faire le résumé de tout ça en quelques lignes, on dira que les investisseurs ont la trouille de ce que Trump va nous sortir mercredi, mais que quand on a très peur, c'est souvent le moment de racheter. C'est Buffett qui le dit, et c'est aussi les statistiques qui disent que le mois d'avril, c'est pas si mal. Mais n'oublions pas non plus que nous avons également un paquet de chiffres économiques liés à l'emploi, et les tarifs de Trump vont inévitablement terroriser les gens sur le sujet de l'inflation, et que du coup, on va parler de la Fed. D'ailleurs, Goldman Sachs a déjà prévenu que, selon eux, les droits de douane imposés vont faire grimper l'inflation, freiner la croissance et augmenter les risques de récession. Pas de quoi se rouler dans le caviar au petit déjeuner ce matin avec ce genre de commentaires, vous en conviendrez. Pourtant, comme dans tout ce que l'on fait et dans tout ce que l'on vit dans la finance, il y a toujours une petite lueur d'espoir dans les tunnels les plus sombres, puisque la banque d'affaires américaine a profité de ce message profondément déprimant pour ajouter qu'ils augmentaient de facto le nombre de baisses de taux attendues en 2025. Ça, c'est une douce musique à nos oreilles. On passe donc de 2 à 3. Et selon Goldman Sachs, la Fed devrait donc baisser les taux en juillet, en septembre et en novembre. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas non plus que des mauvaises nouvelles ce matin. Bon d'accord, on va se faire secouer cette semaine, mais comme on le dit toujours, après la pluie, le beau temps, et après une pétée de gueule monumentale, le marché finit toujours par remonter. Et puis, l'intelligence artificielle n'a pas encore rendu son dernier souffle. N'oubliez pas quand même les perspectives dithyrambiques de Nvidia et des autres qui nous ont fait vibrer depuis des mois. Et ça marchait quand même vachement bien à l'époque. Ça peut encore remarcher. Et puis alors après, on peut chercher les news du jour, mais il faut bien chercher ce matin. Bon, il y a quand même par exemple Novartis qui a chopé l'approval de la FDA pour son médicament contre le cancer de la prostate, le Pluvicto, et puis BOC Aviation à Singapour qui vient de commander 120 Boeing, pendant que les médicaments antidiabétiques et anti-obésité de Novo Nordisk réduisent également le risque de problèmes cardiaques de 14%. Ça, c'est clairement le médicament miracle de la décennie. Il manquerait plus qu'il fasse aussi le retour de l'être aimé et qu'il répare les fuites d'huile sur les voitures. Côté chiffres du jour, eh bien, on aura les ventes de détail et le CPI en Allemagne. Il y aura aussi le Chicago PMI en fin de journée. Et puis, c'est surtout le reste de la semaine qui va être chargé avec les ISM et les JOLTS dès demain, les chiffres de l'emploi ADP mercredi, re-ISM jeudi et non-farm payrolls qui sont attendus à 139 000 vendredi. Bref, je vais vous dire une chose, on va se marrer cette semaine. En attendant, parlons conférence. Si cela vous intéresse, demain à 17h, je serai à l'UNIL à Lausanne. La conférence s'intitulera 2024, on n'a rien compris et ça risque de pas être mieux en 2025. Le lien pour l'inscription est en dessous de cette vidéo. Et puis, comme c'est la saison, retenez encore qu'il y aura une présentation en live sur YouTube qui aura pour sujet fonds traditionnels et ETF qui dominent. Je serai un des intervenants en compagnie de Marco Rastaldi, mon associé chez investir.ch, et vous pourrez suivre l'événement en direct sur YouTube. Vous trouverez également le lien en dessous de la vidéo, mais c'est réservé aux investisseurs domiciliés en Suisse. Voilà, je crois que ça suffit comme échauffement pour ce matin. Gardez un peu d'énergie pour cette semaine qui s'annonce compliquée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures et au moins cette semaine, on sait qu'on va pas s'ennuyer. Allez, à demain, bye bye.